Et bonjour, bienvenue dans la première partie de la vidéo bonus sur les centrales nucléaires. Le programme des vidéos est assez simple. Dans la première partie, j'entrerai un peu plus en détail dans la réaction nucléaire, on parlera des autres types de réacteurs nucléaires en service dans le monde et du déroulement des accidents de Three Mile Island, Fukushima et Tchernobyl. Dans la deuxième partie, je conclurai en expliquant les technologies nucléaires à venir, à savoir les réacteurs de 4e génération. Je tiens à préciser que je recommande vivement d'avoir vu et compris les 2 vidéos principales de cette série ainsi que le bonus de la première. Je vais parler comme si toutes les notions de ces vidéos étaient acquises. Sans plus tarder, on va définir quelques termes. Lorsqu'on balance un neutron contre un atome, il n'y a que 3 choses qui peuvent se passer. Le neutron peut simplement passer au travers et ne rien faire. Il peut interagir avec cet atome sous forme de capture neutronique, c'est-à-dire qu'il garde ce neutron et se transforme en un autre atome, c'est la transmutation. Et il peut interagir avec cet atome sous forme de fission nucléaire, c'est-à-dire qu'il casse l'atome en deux, ce qui relâche de l'énergie et d'autres neutrons. Le taux de fission définit la probabilité qu'un atome se fissure s'il interagit avec un neutron. Un taux de fission élevé indique que le carburant sera utilisé de manière plus efficace dans un réacteur, puisqu'il est moins probable que l'interaction avec un neutron mène à une transmutation inutile. Tous les isotopes ne réagissent pas pareil. Certains peuvent se fissurer, d'autres non, et d'autres encore uniquement selon l'état du neutron. Un neutron de base est un neutron rapide. Un neutron rapide qui a été ralenti est un neutron thermique. On peut aussi l'appeler neutron lent. Il a plus de chances d'interagir avec un atome que les neutrons rapides, au lieu de juste passer à travers. On dit qu'un isotope est fissile quand son interaction aussi bien avec un neutron rapide qu'un neutron thermique est susceptible d'entraîner une fission nucléaire. On dit qu'un isotope est fissible quand son interaction avec un neutron rapide, mais pas avec un neutron thermique, est susceptible d'entraîner une fission nucléaire. Ils ne relâchent pas suffisamment de neutrons pour que leur fission entraîne une réaction en chaîne. On dit qu'un isotope est fertile quand la capture d'un neutron rapide comme thermique permet de transmuter cet isotope en un isotope fissile. Quelques exemples pour bien comprendre. L'uranium-235 peut être fissuré aussi bien par un neutron rapide qu'un neutron thermique. C'est donc un isotope fissile. Son taux de fission avec un neutron thermique est d'environ 83%. Ce taux dépasse les 90% avec un neutron rapide. L'uranium-238 ne peut être fissuré que par un neutron rapide. C'est donc un isotope fissible. S'il capture un neutron, il se transmute éventuellement en plutonium-239 qui est fissile. L'uranium-238 est donc également un isotope fertile. Réussir à maintenir une réaction nucléaire stable tout en utilisant au maximum le carburant n'est pas une tâche facile. Le nerf de la guerre, c'est combien de neutrons vous avez à disposition. C'est-à-dire combien de neutrons vous avez qui circulent dans votre réacteur, combien de ces neutrons vont interagir avec les isotopes de votre carburant, combien de ces interactions vont mener à des fissions, etc., etc. Sauf qu'il peut se passer 1000 trucs avec un neutron dans un réacteur nucléaire. Je vais l'illustrer. Prenez un REP à l'arrêt avec de l'uranium naturel tout frais. Imaginons que vous décidez d'envoyer un neutron rapide dans le réacteur pour essayer de démarrer la réaction nucléaire. Manque de bol, il se fait absorber par l'eau. Vous décidez d'en envoyer un autre. L'eau ne le ralentit pas assez, il passe à travers tout et quitte le réacteur. Vous décidez d'en envoyer un autre. Youpi, l'eau le ralentit suffisamment, il entre dans votre carburant mais interagit avec un atome d'uranium-238 qui se transmute. Toujours pas de fission nucléaire. Vous envoyez encore plusieurs neutrons sans succès et là ça se présente bien. Votre neutron est ralenti comme il faut et il va droit vers un atome d'uranium-235. Pas de chance, il lui passe à travers et finit par interagir avec un atome d'uranium-238. Vous envoyez encore plusieurs neutrons jusqu'à ce qu'enfin, le neutron est ralenti et interagit avec un atome d'uranium-235. Soit l'uranium-235 va capturer le neutron et se transmuter, soit il va se fissurer. Coup de bol, il se fissure. Du coup, bonne nouvelle, la réaction a commencé. La fission de l'atome a relâché 3 neutrons rapides. Mais l'un a quitté le réacteur, l'autre a été absorbé par l'eau, et le troisième a été ralenti comme il le faut, mais il a interagi avec un atome d'uranium-238.
Bon, du coup, vous en avez un peu marre et vous essayez d'améliorer votre réacteur. Comment faire en sorte qu'il y ait moins de neutrons absorbés par l'eau? Vous pouvez pas mettre moins d'eau, sinon le refroidissement n'est pas bon. Donc, à moins d'utiliser un autre modérateur, vous pouvez pas jouer sur ça. Du coup, comment faire en sorte que la fission nucléaire soit plus probable? La solution que vous trouvez, c'est d'enrichir votre carburant. Avec plus d'uranium-235, il y a plus de chances que vos neutrons ralentis interagissent avec. Vous faites les calculs qu'il faut, vous mettez l'uranium enrichi au bon pourcentage dans le réacteur, et vous envoyez quelques neutrons. Et là, félicitations! Un des neutrons fissure un atome d'uranium-235, et la plupart des neutrons relâchés par la fission interagissent avec d'autres atomes d'uranium-235. La réaction nucléaire est lancée. La puissance du réacteur augmente, et une fois arrivé au niveau que vous voulez, il faut la stabiliser. C'est-à-dire qu'il faut ajuster combien de neutrons sont absorbés pour qu'en moyenne, un neutron relâché par une fission entraîne une seule autre fission. Pour ça, il suffit d'ajuster vos barres de contrôle. Là, vous venez de lancer la réaction nucléaire. Au fur et à mesure où le réacteur va tourner, ce qu'il y a dans les crayons va se mettre à changer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contenter de laisser vos barres de contrôle là où vous les avez mises et vous attendre à ce que la réaction reste stable. Prenons par exemple l'uranium-238. Lorsqu'il capture un neutron thermique, il se transmute en uranium-239 qui a une demi-vie de 23 minutes. Il se désintègre en neptunium-239 qui a une demi-vie de 2 jours, puis en plutonium-239 qui a une demi-vie de 24 000 ans. Ce plutonium est fissile. Il peut lui-même capturer un neutron et se transmuter ou se fissurer et continuer à produire d'autres éléments. En plus, les éléments intermédiaires comme l'uranium-239 ou le neptunium-239 peuvent eux aussi capturer un neutron avant d'avoir le temps de se désintégrer et se transmuter pour commencer une chaîne de désintégration de leur côté. C'est pas important de retenir cet exemple en particulier. Ce qu'il faut en retenir, c'est que vous avez constamment des dizaines d'éléments différents qui changent et chaque élément va avoir des propriétés différentes vis-à-vis des neutrons. Certains vont avoir plus tendance à les ralentir ou à les absorber que d'autres, tandis que certains peuvent se fissurer alors que d'autres non. Ça complexifie grandement le maintien d'une réaction nucléaire stable. C'est encore plus compliqué si vous utilisez différents types de carburant dans votre réacteur, par exemple de l'UOX et du MOX. Et c'est encore plus compliqué quand on commence à prendre en compte d'autres paramètres tels que la température du carburant ou de l'eau. Donc ouais, maintenir une réaction nucléaire c'est très complexe et c'est pour ça que n'importe quel pays ne peut pas le faire. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, c'est intéressant de le savoir, et si vous l'avez bien assimilé, vous comprendrez mieux certaines choses dont je vais parler par la suite. Maintenant, on va regarder les différents types de réacteurs nucléaires en service dans le monde. Le type de réacteur le plus répandu au monde est le réacteur à eau pressurisée, ou REP. Il y en a 301 d'opérationnels sur 440, et l'ensemble des 57 réacteurs français sont des REP. On a déjà vu comment ceci fonctionne dans la vidéo principale, donc je pars du principe que vous avez compris. Après le REP, le deuxième type de réacteur le plus commun est le réacteur à eau bouillante, ou REB. Il y en a 64 d'opérationnels sur 440. Pour comprendre comment ça marche, imaginez un REP normal et retirez-lui le circuit secondaire. Le cœur du réacteur chauffe l'eau qui bout et se transforme en vapeur sous pression qui fait directement tourner les turbines. La vapeur transfère sa chaleur au circuit de refroidissement dans le condenseur et revient à l'état liquide dans le réacteur grâce à des pompes. Vous remarquerez sur ce schéma qu'il y a 3 éléments d'un REB qu'on ne trouve pas dans un REP. Les pompes de part et d'autre du réacteur qui ont l'air de servir à rien, le filtre et le TOR. Les pompes s'assurent que tout le liquide dans le cœur du réacteur est constamment en mouvement et donc qu'il chauffe de façon homogène. Le filtre est ici pour éviter que des débris venant des turbines, petits comme gros, aillent dans le réacteur. Quant au TOR, c'est l'équivalent du puisard dans un REP. Si l'eau du réacteur chauffe trop et qu'il y a surpression de vapeur dans le système, on peut relâcher l'excédent de vapeur dans l'enceinte de confinement qui ira se condenser dans le TOR. Il fait également office de réservoir d'eau froide. Le plus gros intérêt d'un REB par rapport à un REP, c'est sa simplicité. Il y a un circuit en moins, des pièces en moins et des pressions à gérer moins élevées. Le coût d'un REB est donc 15 à 18% moins élevé qu'un REP de puissance équivalente. Mais il a ses défauts.
Du point de vue économique, un REP de la même taille peut générer jusqu'à 15% d'électricité en plus. L'écart est généralement moins prononcé cependant, la dernière génération de REP ne génère qu'environ 6% d'électricité en plus que la dernière génération de REB. Un autre désavantage économique qu'on peut noter, c'est qu'à puissance égale, un REB comporte typiquement 4 fois plus de combustible qu'un REP. Le rechargement est donc plus long, donc le réacteur doit être arrêté plus longtemps. Un REB nécessite un personnel mieux formé et plus expérimenté, car il a ce qu'on appelle un fort coefficient de vide négatif. J'expliquerai ça plus tard dans la vidéo. On peut aussi noter que, comme l'eau est très légèrement radioactive, et qu'il n'y a pas d'isolement entre l'eau qui passe dans le réacteur et l'eau qui passe dans les turbines, la salle des turbines n'est pas accessible lorsque le réacteur tourne. Une fois arrêté, on peut y entrer quelques minutes après, cependant, les demi-vies sont de moins de 10 secondes. Mais dans tous les cas, le REB est moins cher que le REP. L'aspect économique n'est pas le plus problématique. Là où le REB montre le plus ses faiblesses, c'est sur la sécurité. La gaine où se trouvent les pastilles d'uranium, et donc les déchets nucléaires, doit être particulièrement étanche car c'est la seule barrière entre le carburant et les turbines. C'est une autre raison pourquoi la salle des turbines n'est pas accessible quand le réacteur tourne. Les barres de contrôle s'insèrent par le dessous. Elles ne peuvent donc pas simplement tomber avec la gravité, elles dépendent d'un système pneumatique. Ce système est fiable, mais pas plus fiable que la gravité. De manière générale, le REB est un peu moins sûr que le REP, mais la différence n'est pas non plus énorme. Passons au réacteur à eau lourde pressurisée qu'on appellera RELP. Les RELP sont le troisième type de réacteur le plus commun avec 44 réacteurs opérationnels sur 440. Ils fonctionnent exactement sur le même principe qu'un REP, la seule chose qui change c'est le liquide du circuit primaire. L'eau dans un REP, qui fait office de modérateur et de caloporteur, a pour avantage d'être pas chère et facile à se procurer. Le problème, c'est qu'elle a tendance à non seulement ralentir les neutrons, mais à les absorber. C'est pour ça qu'on est obligé d'enrichir l'uranium entre 3 et 5%. En mettant plus d'atomes d'uranium-235, on peut compenser cette baisse en neutrons. L'eau lourde d'un RELP est une variante de l'eau normale. Au lieu d'avoir du H2O, 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène, on utilise du D2O. Le D correspond à deutérium, un isotope stable de l'hydrogène qu'on pourrait également appeler hydrogène 2. L'eau lourde ralentit les neutrons et transporte la chaleur comme de l'eau normale, sauf qu'elle a moins tendance à absorber ces neutrons. On peut alors utiliser de l'uranium naturel non enrichi dans le réacteur. L'enrichissement d'uranium est un processus extrêmement coûteux. Je vais donner les prix que j'ai trouvés sur internet, mais ils sont compliqués à trouver donc il se peut que mes sources soient fausses. L'uranium naturel se vendait environ 75 € le kilo en janvier 2015, alors que l'uranium enrichi pour une centrale nucléaire se vendait environ 33 000 € le kilo en janvier 2015. Je vous laisse imaginer le prix de l'uranium pour une bombe nucléaire. C'est un énorme avantage des RELP, surtout pour les pays qui n'ont pas la bombe atomique, donc qui n'ont pas nécessairement les moyens industriels d'enrichir leur uranium. C'est une solution qui vient avec ses inconvénients par contre. L'eau lourde coûte plusieurs centaines d'euros par kilo, et le carburant nécessite d'être utilisé en plus grand volume pour compenser les atomes d'uranium-235 en moins. Cela entraîne plus de déchets nucléaires et des ravitaillements plus fréquents. Pour éviter que les réacteurs soient arrêtés trop souvent, ils sont généralement conçus pour être ravitaillés en cours d'utilisation, ce qui les rend un peu plus complexes. Si le prix de l'uranium enrichi peut sembler faire des RELP une solution miracle, en France, le coût du carburant représente moins de 5% du prix de l'électricité. Ces types de réacteurs ne sont donc pas forcément pour tout le monde. Personnellement, ce sont mes préférés. Nos voisins de l'autre côté de la Manche utilisent un design qui leur est spécifique. L'AGR pour Advanced Gas Cooled Reactor ou réacteur avancé refroidi au gaz. Voici à quoi il ressemble. Vous reconnaissez ici les crayons avec le carburant et les barres de contrôle, mais tout autour c'est méconnaissable. Vous vous souvenez qu'avec nos réacteurs REP, le circuit primaire donnait sa chaleur au circuit secondaire dans cette cuve. Eh bien ici, le circuit primaire ne passe pas par des tuyaux, mais circule au sein du réacteur. Pour que le transfert de chaleur se fasse,
c'est la tuyauterie du circuit secondaire qui passe direct dans le réacteur de chaque côté. Mais ce qui différencie le plus ce réacteur des nôtres, et ce qui lui donne son nom, c'est que le caloporteur n'est pas de l'eau, mais du CO2 circulant à l'aide de pompes. Le CO2 a été choisi afin de faire tourner le réacteur à des températures plus élevées. Le caloporteur monte à 640 degrés Celsius contre environ 320 degrés Celsius pour un REP. Les plus perspicaces d'entre vous se demanderont qu'est-ce qui fait office de modérateur puisqu'il n'y a pas d'eau. Les neutrons dans un AGR sont ralentis par du graphite situé entre les crayons. Donc, quels sont ses avantages ? Du fait de sa température plus élevée, on peut utiliser les mêmes turbines que dans des centrales à charbon. De plus, elle rend le réacteur 20% plus efficient qu'un REP. Un dernier avantage par rapport à un REP est qu'on peut le ravitailler en carburant sans avoir à l'arrêter. Force est de constater que ce n'est pas un système qui a convaincu, puisqu'on n'en trouve nulle part ailleurs qu'au Royaume-Uni. Tout d'abord, par rapport à ses concurrents, un AGR est gigantesque et mine de rien assez complexe. Les coûts de construction ont donc été plus élevés que prévu à la conception. Non seulement les coûts de construction ont été plus élevés que prévu, mais les coûts d'exploitation et de démantèlement aussi, au point où quand le gouvernement de Margaret Thatcher privatisait la production électrique britannique, personne ne voulait des centrales nucléaires dans un premier temps. Et enfin, malgré le fait que l'AGR soit plus efficient qu'un REP, le carburant y est moins bien utilisé, ce qui annule un peu cet avantage. Ces 14 réacteurs britanniques seront donc probablement les derniers AGR que le monde connaîtra. Et maintenant, le plus parfait de tous les réacteurs. Le fleuron de l'humanité tout entière. Un système tellement efficace que l'un de ces réacteurs a un jour rempli en seulement 4 microsecondes ses objectifs énergétiques des 5 années qui venaient. Je parle du RBMK. Le RBMK, qui correspond en français à réacteur de grande puissance à tube de force, est tristement connu pour être le type de réacteur qui a explosé à Tchernobyl. La majorité de ces réacteurs ont été mis en service dans les années 70-80, mais les premiers prototypes datent des années 50. 13 sont encore en service à ce jour, et je vous rassure, ils ont été améliorés depuis l'accident de 1986. Pour générer de l'électricité, c'est toujours le même principe de faire chauffer de l'eau. Ici, les crayons sont placés dans des tubes dans lesquels l'eau remonte et chauffe. L'eau chauffée entre ensuite dans le séparateur de vapeur, où la vapeur sous pression part vers les turbines, puis le condenseur pour revenir à l'état liquide. De ce point de vue, son fonctionnement se rapproche beaucoup de celui d'un REB. La grosse différence entre les réacteurs dont on a parlé jusqu'ici et le RBMK, c'est que les neutrons ne sont pas ralentis par l'eau. Entre chaque tube se trouve du graphite qui fait office de modérateur à la place de l'eau. Une particularité du RBMK, c'est ses barres de contrôle. Alors déjà, ne vous fiez pas à ce schéma. Elles ne sont pas insérées au niveau des modérateurs graphite. 10% des tubes où les crayons sont placés ont des passages où les barres de contrôle s'insèrent. Du coup, les barres de contrôle baignent dans l'eau. Et si vous les retiriez, vous finiriez avec de l'eau à la place qui a tendance à absorber les neutrons. Ce n'est pas vraiment idéal. Pour pallier ce problème, les barres de contrôle ont des bouts en graphite qui font office de modérateurs supplémentaires plutôt que d'absorbeurs. Dans leur position normale, ces bouts en graphite ne couvrent pas les crayons en haut et en bas. Je veux pas trop entrer dans les détails, mais pour faire simple, c'est pour que le flux de neutrons soit homogène dans le réacteur. Si les barres allaient tout en haut et tout en bas, les neutrons seraient trop concentrés aux extrémités. L'énorme avantage du RBMK, c'est qu'il est puissant et pas cher à construire. De plus, étant donné que le graphite ralentit les neutrons et pas l'eau, il y a moins d'absorption de neutrons. Du coup, comme avec les RELP, on peut utiliser de l'uranium moins enrichi. Contrairement aux RELP cependant, on ne peut pas utiliser de l'uranium naturel. Le gros point noir du RBMK, c'est son manque de sécurité. Déjà, il n'y a pas d'enceinte de confinement autour du réacteur. Ça veut dire que toute fuite radioactive ou toute explosion du réacteur n'est pas contenue. Sa conception rend également la réaction nucléaire instable. Pour le comprendre, on va parler du principe de coefficient de vide. Je vous rassure, c'est moins compliqué qu'il n'y paraît. Le ralentissement des neutrons est assuré par le graphite,
mais il y a quand même de l'eau qui circule puisque c'est le caloporteur. L'eau a tendance à absorber les neutrons. En temps normal, c'est pas grave, les RBMK sont conçus pour prendre en compte cette absorption. Ce que ça implique, c'est que si le réacteur chauffe, l'eau se transforme en vapeur. Or, si l'eau se vaporise, il y a moins de neutrons absorbés et la réaction nucléaire augmente. Du coup, si on veut pas perdre le contrôle du réacteur, il faut ajuster les barres de contrôle très vite pour compenser. Les RBMK ont un coefficient de vide très positif. C'est-à-dire que plus ils chauffent, plus l'eau bout et plus la réaction s'emballe. Les RBMK sont d'ailleurs les réacteurs actuellement en service qui ont le plus haut coefficient de vide positif. Mais comparé aux autres réacteurs qu'on a vus ici, qu'en est-il ? Prenons un REB, puisque les deux ont quelques similarités. Dans un REB, il y a également de l'eau qui circule, donc la logique voudrait que là aussi il y ait un coefficient de vide positif. Et non, ce n'est pas le cas. Parce que dans un REB, l'eau est elle-même le modérateur, contrairement au RBMK où c'est le rôle du graphite. Donc si l'eau se met à bouillir, il y aura peut-être moins de neutrons absorbés, mais il y aura également moins de neutrons ralentis et donc moins de fission, ce qui va au contraire calmer le réacteur. Non seulement un REB n'a pas un coefficient de vide positif, mais il a un coefficient de vide négatif assez élevé. Un REP a également un coefficient de vide négatif, sauf qu'il est moins élevé puisque l'eau pressurisée se vaporise moins facilement. Un AGR utilise un modérateur graphite comme le RBMK, mais étant donné que le CO2 absorbe très peu de neutrons, son coefficient de vide positif est extrêmement faible. Pour ceux qui sont des RELP, j'ai du mal à trouver des informations dessus. Les RELP canadiens sont surmodérés, ce qui entraîne un coefficient de vide positif plutôt faible, mais je ne sais pas si c'est une particularité des réacteurs canadiens ou si c'est une conséquence de l'eau lourde. Dans tous les cas, pour les RBMK, ça ne veut pas dire que la moindre vaporisation entraîne une perte de contrôle, juste qu'il faut être très réactif vis-à-vis de la température de l'eau. On verra tout à l'heure que les systèmes peu réactifs ont conduit à l'explosion du réacteur de Tchernobyl. Et enfin, il y a les barres de contrôle du RBMK. Leur conception a deux conséquences négatives. D'une, comme les barres baignent dans l'eau, si vous voulez les enfoncer, l'eau va faire résistance. Elles sont donc très lentes. Il faut entre 18 et 20 secondes pour qu'elles soient entièrement insérées. De deux, vous vous souvenez comment les bouts en graphite ne couvraient pas toute la hauteur des crayons pour ne pas concentrer les neutrons aux extrémités ? Eh bien, il se trouve que si vous décidez d'enfoncer les barres de contrôle, la partie inférieure des bouts en graphite va se mettre à couvrir le bas des crayons et y concentrer la réaction nucléaire. Et étant donné que ça met des secondes et des secondes à s'enfoncer, le réacteur reste dans cet état pendant un bon moment. Ce phénomène avait été observé sur un autre RBMK, mais aucun protocole n'avait été établi avant Tchernobyl. Il me reste quelques types de réacteurs à vous présenter, mais je les garde pour la deuxième partie sur les réacteurs de prochaine génération. Avant ça, je veux parler du déroulement des 3 accidents nucléaires les plus connus, 3 Mile Island, Fukushima et Tchernobyl. 3 Mile Island était une centrale nucléaire en Pennsylvanie, à l'est des États-Unis. Elle était constituée de 2 REP construits fin années 60, début 70, et l'accident s'est déroulé dans le réacteur numéro 2 le 28 mars 1979 à partir de 4 heures du matin. Avant de me lancer, voici le schéma du réacteur parce qu'il va être utile pour comprendre. Ça, c'est le pressuriseur. J'en ai pas parlé dans la vidéo précédente parce que c'est pas essentiel de le connaître. En gros, c'est un réservoir qui maintient une pression stable dans le circuit. Je vous le montre juste parce qu'il y a des vannes dessus qui sont importantes pour l'histoire. Tout a commencé avec la panne des pompes principales du circuit secondaire. Avec le circuit secondaire HS, la température et donc la pression de l'eau du circuit primaire a augmenté. Pour éviter d'exploser la tuyauterie, la vanne PORV ici s'est ouverte pour déverser le trop-plein dans ce réservoir. Les barres de contrôle se sont également enfoncées automatiquement au même moment pour arrêter la réaction nucléaire. La vanne PORV était censée se refermer une fois la bonne pression rétablie. Les instruments des opérateurs dans la salle de contrôle indiquaient que le signal de fermeture avait été envoyé. Sauf que la vanne, elle, était toujours ouverte. Les opérateurs ont cru qu'elle était fermée, car les instruments n'indiquaient pas si la vanne était ouverte ou fermée, mais seulement si le signal d'ouverture ou de fermeture avait été envoyé.
Du coup, le circuit primaire a commencé à perdre beaucoup de liquide que les systèmes automatiques d'injection ont tant bien que mal essayé de compenser. La conséquence de la perte de pression d'un côté et de l'injection automatique de l'autre est que des bulles de vapeur se sont formées et ont remonté l'eau du circuit vers le pressuriseur. Le niveau d'eau dans le pressuriseur était haut alors qu'il était bas dans le reste du circuit. Sauf que les opérateurs, leur entraînement leur disait que c'est le niveau dans le pressuriseur qui indiquait le niveau dans le circuit primaire. Pour éviter ce qui croyait être un trop plein d'eau, ils ont manuellement coupé les systèmes automatiques d'injection après 4 minutes. Il est important de noter qu'après une quinzaine de minutes, ce réservoir était plein. La vanne déversait désormais le liquide directement dans l'enceinte de confinement. Après environ 1 heure de perte de liquide, le mélange d'eau et de vapeur a commencé à faire vibrer dangereusement les pompes du circuit primaire. Et pour éviter de les casser, les opérateurs les ont coupées. Pour eux, ce n'était pas une mauvaise décision, puisqu'ils croyaient que le circuit primaire était plein d'eau, ce qui suffirait à refroidir temporairement le réacteur. Dans la réalité, le peu d'eau qu'il y avait ne circulait plus et le carburant n'était plus sous l'eau. De plus, la perte extrême de refroidissement a créé de l'hydrogène qui a formé une bulle en haut de la cuve du réacteur et qui bloquait la circulation. Les crayons de carburant n'étant plus refroidis, ils ont commencé à fondre et contaminer l'eau. À 6h22 du matin, soit 2h22 après le début de l'accident, les opérateurs ont commencé à comprendre et ont fermé la vanne d'isolement ici, ce qui a mis fin à la perte de liquide. Vu comme ça, on dirait qu'ils ont été un peu longs à la détente, mais il ne faut pas oublier qu'ils n'avaient pas de vitre pour voir ce qui se passait dans le réacteur. Tout ce qu'ils voyaient, c'était leurs instruments. Ajoutez à ça toutes les alarmes, la complexité de la situation, le stress et le monde dans la salle de commande, et vous pouvez comprendre le bordel que c'était. Sur le reste de la matinée, ils ont progressivement forcé de l'eau dans le circuit primaire pour faire disparaître les bulles de vapeur, jusqu'à pouvoir redémarrer les pompes et refroidir correctement le réacteur. L'hydrogène, qui était alors relâché dans l'enceinte de confinement, a explosé aux alentours de 14h, mais sans faire grand dégât. Le refroidissement a été rétabli à 19h50. Une fois le refroidissement sous contrôle, il fallait bien faire quelque chose de tous les gaz radioactifs relâchés dans l'enceinte de confinement. Du 29 au 30 mars, les opérateurs ont utilisé un système de tuyaux avec des compresseurs pour bouger ces gaz vers des réservoirs. Les compresseurs ont fui, ce qui a occasionné des rejets radioactifs dans l'atmosphère. Au final, 45% du cœur du réacteur a fondu et 20% a coulé au fond de la cuve sans passer à travers. Il aura fallu quelques années avant de pouvoir ouvrir la cuve du réacteur et connaître les dégâts. À ce jour, le cœur entier a été retiré de la cuve et l'enceinte de confinement est entièrement nettoyée. Les rejets radioactifs ont été assez faibles et relativement inoffensifs. La radioactivité relâchée était de l'ordre d'1/10 des seuils maximaux autorisés. On estime que les doses moyennes absorbées par les populations 16 km autour de la centrale étaient de 0,08 mSv et que personne n'a été exposé à plus de 1 mSv. La plupart des rapports scientifiques estiment qu'il n'y a pas eu de conséquences sanitaires, hormis une légère hausse des taux de cancer, s'expliquant par le dépistage accru dans la région. Quelques études, cependant, montrent de fortes hausses de cancer à certains endroits localisés. Ce qu'on a appris de cet accident, c'est que la formation des opérateurs des centrales nucléaires n'était pas bonne. À l'époque, les opérateurs disposaient de procédures à appliquer en fonction de tel ou tel incident. C'est ce qu'on appelle des procédures événementielles. On s'est rendu compte que, sur le coup du stress et en étant limité par ce que les instruments disent, il est difficile d'établir un diagnostic et il est probable que le diagnostic soit faux. C'est ce qui a mené par exemple à la coupure des systèmes d'injection automatique alors que le circuit manquait d'eau. Maintenant, les opérateurs américains comme français suivent ce qu'on appelle une approche par état. Ils ne doivent pas chercher à comprendre ce qui se passe dans le réacteur. Ils doivent suivre des actions précises selon les paramètres que les instruments leur donnent, comme la pression, la température, le niveau d'eau, etc. J'imagine aussi que les instruments disant l'état des vannes et le niveau d'eau ont été revus. Les réacteurs les plus récents dans le monde possèdent également une double enceinte de confinement. Car même si celle de 3 Mile Island a bien contenu les radiations, une petite part est passée à travers. Fukushima était une centrale nucléaire située à l'est du Japon.
a été constitué de 6 REB mis en service dans les années 70. L'accident s'est déroulé suite au séisme du 11 mars 2011. Les réacteurs 4, 5 et 6 étaient en maintenance. Mais les réacteurs 1, 2 et 3 fonctionnaient et ont tous subi le même sort, à savoir la fonte du cœur du réacteur. Puisque c'est la même chose qui s'est passé pour ces réacteurs, on parlera comme si un seul réacteur avait été touché. On se concentrera essentiellement sur le réacteur 2, car c'est lui qui a posé le plus de problèmes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, comparé à 3 Mile Island, le déroulement est plutôt simple. À 14h46, le vendredi 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9,1 sur l'échelle de Richter est survenu au large du Japon. Dès les premières secousses, les systèmes de sécurité ont enfoncé les barres de contrôle et arrêté la réaction nucléaire. Une fois le séisme terminé, le réseau électrique était HS, l'alimentation du refroidissement était donc assurée par les générateurs. Moins d'une heure après le séisme, un tsunami de 15 mètres de hauteur a frappé la centrale. La centrale n'était pas prévue pour une telle vague et tous les générateurs ont été mis hors service. Le réacteur n'étant plus refroidi, l'eau du circuit s'est vaporisée et ne recouvrait plus les crayons. Ceux-ci ont chauffé, le cœur du réacteur s'est mis à fondre, à couler au fond de la cuve avant de la traverser et de se déposer sur le sol en béton. Avec la perte du refroidissement et la fonte du cœur, la vapeur est devenue radioactive et de l'hydrogène s'est formé. À ce stade, la vapeur radioactive était toujours contenue dans le circuit primaire. L'hydrogène était aussi encore contenu, il ne pouvait pas exploser. Cela n'a pas duré. La pression de la vapeur a augmenté dangereusement dans le circuit, ce qui a ouvert les soupapes de sécurité et évacué la vapeur radioactive ainsi que l'hydrogène dans le tore. L'eau dans le tore piégeait les radiations, mais comme elle n'était pas refroidie faute d'alimentation électrique, elle a fini par bouillir et se vaporiser à son tour. La pression est montée dans le tore et dans l'enceinte de confinement, forçant l'évacuation des vapeurs radioactives par des filtres dans l'atmosphère grâce à une soupape de sécurité. L'hydrogène aussi a été rejeté dans l'atmosphère, mais une partie a fuité et s'est échappée dans le bâtiment. L'hydrogène a explosé dans les réacteurs 1, 2, 3 et 4, rejetant dans l'atmosphère les éléments radioactifs qui restaient. Pour les réacteurs 1, 3 et 4, l'explosion a eu lieu au niveau du toit sans endommager l'enceinte de confinement. Si vous vous demandez pourquoi il y a eu une explosion dans le réacteur 4 alors qu'il était en maintenance, c'est de l'hydrogène du réacteur 3 qui s'y est infiltré par de la tuyauterie. Le réacteur 2 est le moins endommagé en apparence, mais il a été le plus problématique car l'explosion a eu lieu près de l'enceinte de confinement au niveau du tore. Cela l'a éventré et a causé des rejets radioactifs aussi bien dans la terre que dans la mer. On y reviendra plus tard. Comme de l'eau douce n'était pas disponible, les opérateurs ont décidé d'injecter de l'eau de mer pour refroidir le cœur fondu. Ce n'était pas idéal à cause du sel et parce que l'eau contaminée se déversait ensuite dans la mer, mais c'était mieux que rien. Au-delà du cœur du réacteur, les piscines de refroidissement situées au-dessus du réacteur étaient source d'inquiétude. Elles aussi avaient perdu leur refroidissement. Avec plus aucun toit pour les protéger, si l'eau des piscines venait à s'évaporer, les déchets nucléaires seraient directement à l'air libre, ce qui occasionnerait des rejets radioactifs supplémentaires. Pour pallier ça, des hélicoptères et des lance-incendies ont été utilisés pour approvisionner les piscines en eau froide. La situation s'est alors peu à peu stabilisée. Le refroidissement en circuit fermé a été rétabli en juillet, les bâtiments éventrés ont été recouverts en octobre et l'arrêt à froid a été annoncé en décembre 2011. Il faudra des dizaines d'années pour que l'ensemble des éléments radioactifs soient retirés et que le site soit nettoyé. Alors, combien de radioactivité a été rejetée et quelles sont les conséquences de l'accident ? On estime que l'accident de Fukushima a dispersé 10 fois moins de radiation que Tchernobyl. Voilà la carte des doses absorbées par la population aux alentours de la centrale, selon des mesures faites entre le 30 mars et le 3 avril 2011. Les chiffres entre parenthèses sont en microsieverts par heure. Dans les 4 mois suivant l'accident, sur les 1727 habitants de Nami, 63% des habitants ont été exposés à moins d'1 millisievert, et 97% des habitants ont été exposés à moins de 5 millisieverts. Suite à l'accident, il a fallu surveiller étroitement les aliments provenant de la région. Beaucoup de cultures contaminées au césium-137 ont dû être détruites. Peu après l'accident,
une zone d'exclusion de 20 km a été mise en place. Au-delà de la zone d'exclusion, il a également été délimité une zone d'évacuation où l'exposition aux radiations pouvait atteindre jusqu'à 20 millisieverts par an. Dans les années qui ont suivi, la carte d'exclusion s'est précisée. La voici au 1er avril 2017. En bleu, ce sont les zones où les ordres d'évacuation ont été entièrement levés. En vert, les zones où les ordres d'évacuation sont prêts à être levés, moins de 20 millisieverts par an. En orange, les zones où les ordres d'évacuation ont été levés, mais où il est interdit de vivre, entre 20 millisieverts par an et 50 millisieverts par an. Et en rose, les zones où le retour de la population sera difficile, plus de 50 millisieverts par an. Le gros de la contamination radioactive après Fukushima n'a pas été sur Terre, mais en mer. C'est là que le gros du nuage radioactif est allé, et c'est là qu'on a déversé 300 tonnes d'eau contaminée par jour jusqu'à ce que le refroidissement en circuit fermé soit rétabli, et c'est là que le réacteur 2 a continué de fuir de l'eau contaminée sur les années qui ont suivi. La contamination du Pacifique existe, mais elle a été largement exagérée. Au large du Japon, dans les mois suivant l'accident, on mesurait des taux de radioactivité dans les centaines de becquerels par mètre cube d'eau. Pour vous donner une idée, le corps d'un homme de 70 kg émet naturellement près de 1000 becquerels, parce que oui, le corps humain émet des radiations. Au fur et à mesure où la radioactivité s'est diluée dans l'immensité du Pacifique, ces concentrations sont tombées très vite à moins de 10 becquerels par mètre cube d'eau. Et dès 2013, les concentrations au large même du Japon se mesuraient en dessous de 10 becquerels par mètre cube d'eau. Ce qu'il fallait surveiller le plus, c'était la chaîne alimentaire et notamment les poissons, car ils ont tendance à bioaccumuler le césium-137. Le poisson le plus radioactif jamais pêché avait un niveau de radiation de 740 000 becquerels par kilogramme à cause du césium-137. On dirait que c'est beaucoup, mais imaginons que vous mangez 1 kg de ce poisson. Le césium-137 se bioaccumule, mais ne reste pas dans votre corps longtemps. Votre corps l'excrète progressivement. Entre le moment où vous avez ingéré ce poisson et le moment où votre corps a fini d'excréter le césium-137, vous avez absorbé à peu près une dose de 10 millisieverts étalée sur plusieurs mois. Ça, c'est pour le poisson le plus radioactif jamais pêché. Des études plus générales ont été menées sur le thon dans le Pacifique après Fukushima, et les niveaux de radioactivité mesurés étaient de l'ordre de 0,1 à 0,2 becquerels par kilogramme, c'est-à-dire 1000 fois moins de radiation que dans 1 kg de banane, qui est naturellement radioactive. Qu'est-ce qu'on a appris de cet accident ? La plus grosse leçon, c'est que quand une étude dit qu'une centrale nucléaire est vulnérable, il vaut mieux l'écouter. En 2007, une étude avait mis en évidence qu'un tsunami plus grand que prévu pour la centrale était possible dans les années à venir. Elle concluait que la centrale de Fukushima n'y était pas prête. Cette étude n'a pas été prise au sérieux par l'entreprise gérant la centrale nucléaire. Après l'accident, plusieurs réacteurs japonais ont été arrêtés pour inspection et sécurisation. Des études ont également été menées sur les réacteurs français pour parer aux scénarios les plus extrêmes. Les digues de certaines centrales ont été renforcées et les diesels d'ultime secours ont été installés. On lit aussi d'après des activistes antinucléaires que le MOX a été un facteur aggravant lors de l'accident du fait qu'il est moins stable et qu'il fond plus rapidement. Selon Melox, l'entreprise fabriquant le MOX, l'utilisation de ce combustible n'a pas eu d'incidence particulière. Faute de preuves, on ne peut pas trop en tirer de conclusion. Parlons de Tchernobyl. Je ne m'attarderai pas sur les conséquences sanitaires et environnementales de l'accident puisque j'en ai déjà parlé dans la vidéo principale. Je parlerai juste du déroulement de l'accident. Tchernobyl était une centrale nucléaire au nord de l'Ukraine, alors soviétique. Elle était constituée de 4 RBMK construits dans les années 70. L'accident s'est déroulé dans le réacteur numéro 4 dans la nuit du 25 au 26 avril 1986. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Tchernobyl ? Eh bien, c'est pas simple du tout. Pour comprendre le déroulement de cet accident, il va falloir que je vous parle de deux choses. Les systèmes de refroidissement d'un RBMK et le xénon 135. Dans tout réacteur nucléaire, si la vapeur ne fait plus tourner les turbines et que la centrale ne peut pas s'alimenter sur le réseau, ce sont les générateurs diesel qui font tourner les systèmes de refroidissement. Il faut cependant un certain temps pour que les générateurs démarrent et prennent le relais. Dans les RBMK, ce laps de temps est d'1 ou 2 minutes et l'électricité est fournie par les turbines qui tournent encore dans le vide.
de la même manière qu'un hand spinner continue de tourner tout seul après que vous arrêtez de le faire tourner. Maintenant, le xénon 135. Lors de la réaction nucléaire, on a vu que plusieurs produits de fission sont créés. Un de ces produits de fission, c'est l'iode 135, qui a une demi-vie de 7 heures où il se transforme en xénon 135. Du coup, dans le réacteur, il va toujours y avoir un délai de plusieurs heures avant l'arrivée complète du xénon 135. Le problème du xénon 135, c'est qu'il absorbe énormément les neutrons. En temps normal, ce n'est pas un problème car il est constamment brûlé par la réaction nucléaire. L'effet pervers, c'est que si on réduit la puissance du réacteur, non seulement on brûle moins de xénon 135, mais comme l'iode 135 met plusieurs heures à se transformer complètement en xénon 135, vous avez beau avoir réduit la réaction nucléaire, pendant plusieurs heures, vous allez continuer à produire autant de xénon 135 qu'avant. C'est si simple, merde. Si vous n'avez pas pigé, c'est pas grave. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous réduisez la puissance d'un réacteur, vous allez avoir un surplus de xénon 135 qui va absorber plein de neutrons et faire chuter la puissance encore plus. Si vous ne compensez pas cette chute avec les barres de contrôle, le réacteur va s'étouffer et caler. L'accident de Tchernobyl a eu lieu lors d'un test censé prouver que les turbines tournant dans le vide pouvaient fournir suffisamment de courant pour alimenter le refroidissement en attendant que les générateurs démarrent. Pour procéder à ce test, il fallait que le réacteur tourne dans une fourchette entre 700 MW et 1000 MW. La puissance normale du réacteur était de 3200 MW. Les circonstances ont fait que dans les heures précédant le test, la puissance avait été baissée de 3200 à 1600 MW, ce qui a commencé à produire un surplus de xénon 135. Une fois l'heure du test venue, les opérateurs ont baissé la puissance du réacteur dans la fourchette prévue pour le test. Mais à cause du xénon 135 et mauvaise gestion de la descente, le réacteur a commencé à caler, puis chuter jusqu'à 30 MW, ce qui était bien trop bas pour faire le test. À cause du xénon 135, redémarrer le réacteur allait être difficile. Mis sous pression, les opérateurs ont décidé de retirer pratiquement toutes les barres de contrôle pour relancer le réacteur. Cette manœuvre a fonctionné et le réacteur est remonté à une puissance d'environ 200 MW. Ce n'était pas la puissance prévue pour le test, mais c'était suffisant pour faire tourner les turbines à la bonne vitesse. Cette situation était dangereuse, car avec quasiment toutes les barres de contrôle levées, l'eau faisait quasi entièrement à leur place le boulot d'absorber le neutron. Ça veut dire que si elle se mettait à bouillir, moins de neutrons seraient absorbés et le réacteur s'emballerait encore plus vite. En gros, ça accentuerait le coefficient de vide positif déjà très élevé. Le test commença et l'arrivée de vapeur fut coupée des turbines. Au fur et à mesure que les turbines ralentissaient, l'électricité produite baissait, ce qui a eu pour conséquence de ralentir les pompes faisant circuler l'eau. L'eau circulant moins vite, elle commença à bouillir de plus en plus, ce qui excita la réaction nucléaire. L'augmentation de la réaction nucléaire se mit également à brûler le xénon 135, qui absorbait les neutrons, et la réaction nucléaire augmenta de plus belle. Les systèmes de sécurité commencèrent à insérer les barres de contrôle. Mais à cause de leur conception, ceci concentra les neutrons en bas du réacteur. La chaleur produite à ce niveau était beaucoup trop haute, des parties du réacteur se sont cassées, ce qui bloqua les barres de contrôle dans cette position. Si elles avaient été conçues pour descendre plus vite, ça n'aurait probablement pas été un problème. En bref, le réacteur s'est complètement emballé et a fini par... Les dernières mesures enregistrées indiquaient 30 000 MW de puissance, mais les estimations disent que le réacteur est monté jusqu'à près de 300 000 MW avant d'exploser. Le réacteur est donc passé d'environ 200 MW à plus de 1000 fois cette puissance en l'espace de quelques dizaines de secondes. Il n'y avait pas vraiment de leçon à tirer pour nous de cet accident, parce que jamais nos réacteurs n'auraient pu finir dans cette situation. Les RBMK encore en service ont cependant été complètement revus et sécurisés, et les opérateurs ont appris que retirer quasi toutes les barres de contrôle n'était pas l'idée du siècle. Il reste tout de même les réacteurs actuellement en service les plus dangereux et les plus instables. C'est la fin de cette vidéo. Pour conclure, la réaction nucléaire c'est quelque chose d'extrêmement complexe et de compliqué à vulgariser. C'est aussi pour ça qu'il est important d'apprendre par soi-même comment ça fonctionne pour pouvoir se faire une opinion. Méfiez-vous des explications ultra simplistes sur internet, parce qu'elles ont généralement plus pour but de faire de la propagande politique qu'autre chose.
J'espère que je vous ai aidé à comprendre tout ce beau bordel, et je vous invite à aller voir la seconde partie sur les réacteurs de 4e génération.